Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Il est 8h35 sur Studio Kalita. C'est effectivement l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens de ce matin. Et nous commencerons cette revue de la presse avec l'ensemble des quotidiens, l'ensemble des sites d'information, les médias qui consacrent leur une, leur page d'ouverture, le début de leurs journaux télévisés ou radiodiffusés et au discours très virulent prononcé hier par le Premier ministre Binyamin Netanyahou dans le cadre de la soirée de Hanouka organisée hier soir par le Likoud au Kfar HaMakabiad, un village qui porte bien un nom de circonstance. Au cours de ce discours, le Premier ministre Netanyahou a fait feu de tout bois contre la police qui, selon le site Ynet, s'apprête à l'inculper de corruption dans les affaires 1000 et 2000, contre les manifestants qui protestent chaque samedi soir contre la corruption d'État et contre la lenteur de la procédure judiciaire qui protestent contre la lenteur de la procédure judiciaire contre Binyamin Netanyahou. Le Premier ministre a même accusé hier soir le Keren HaChadasha, le nouveau fonds qui est connu pour son positionnement à gauche, voire même à l'extrême gauche de l'échiquier politique israélien, de financer ces manifestations. Et enfin, le Premier ministre s'en est pris à la presse et aux analystes politiques israéliens qui, selon lui, se font une habitude de gonfler la réalité. Ils essaient, a dit le Premier ministre, de gonfler un ballon et de le faire éclater avant qu'il ne se dégonfle. Le Premier ministre s'est également moqué de certains analystes politiques des chaînes de télévision. De manière générale, M. Netanyahou s'est dit victime d'une chasse aux sorcières et il s'est dit certain que les recommandations de la police seront jetées à la poubelle par le conseiller juridique du gouvernement. Un discours dont des extraits figurent donc sur tous les sites d'information et en page d'ouverture, par exemple du Haaretz et du Yediot Aharonot, et qui a suscité de très vives critiques au sein de l'opposition parlementaire qui réagit très vivement, mais également au sein de l'opposition personnelle, comme celle de Moshe Yaalon, l'ancien ministre de la Défense de Binyamin Netanyahou. Celui-ci a déclaré hier soir: « Je viens de voir ce spectacle affligeant de l'homme qui est censé diriger le pays, mais qui se comporte comme un voyou en fuite ». Fin de citation, des propos extrêmement durs également de la part donc de l'ancien ministre de la Défense. Le Haaretz commente bien évidemment ce discours et écrit ce matin: « Sur la voie de sa séparation définitive d'avec nous, Binyamin Netanyahou ne cesse de descendre plus bas ». Quant au commentateur du Yediot Aharonot Nahum Arnéa, il écrit ce matin: « Netanyahou est dans une situation tellement difficile qu'il réécrit l'histoire, comme lorsqu'il dit que Reuven Rivlin, l'homme qu'il déteste par-dessus tout, a été lui aussi dans une situation semblable dans laquelle il risque lui-même de se retrouver, celle d'un homme politique dont la police a recommandé l'inculpation, mais dont le conseiller juridique a jeté à la poubelle les recommandations. » Nahum Barnea précise que la police n'a jamais recommandé d'inculper Reuven Rivlin lorsque celui-ci avait été nommé ministre de la Justice. C'était il y a une dizaine d'années. Le site Ynet affirme donc dans le même article lié au discours de Binyamin Netanyahou que la police est parvenue à la conclusion qu'il fallait inculper le Premier ministre de corruption dans l'affaire des cadeaux reçus par Arnon Milchan, et ce même si elle-même, la police, n'avait pas l'intention de recommander l'inculpation parallèle de Milchan lui-même pour avoir offert des pots de vin au couple Netanyahou. L'un des enquêteurs aurait en effet confié au Ynet que l'on ne pouvait pas comparer un homme politique et public recevant de tels cadeaux et une personnalité privée telle que Milchan qui les offrait de ses propres deniers. Les sites d'information indiquent que l'Assemblée générale des Nations unies s'apprête à voter demain, jeudi, une résolution condamnant la déclaration du président américain Donald Trump reconnaissant Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Selon toute vraisemblance, les partisans de cette résolution anti-américaine et anti-israélienne disposent d'une confortable majorité au sein de l'Assemblée générale des Nations unies. Il n'empêche que la diplomatie israélienne multiplie actuellement les efforts pour limiter au maximum les dégâts qui pourraient être causés par une telle résolution côté israélien. On met en garde tous les pays et l'on affirme que le vote d'une telle résolution unilatérale sera perçu comme renforçant le terrorisme international et encourageant le positionnement réfractaire des Palestiniens quant à la reprise du processus de paix. Il faut préciser que ce sont le Yémen et la Turquie qui ont déposé cette résolution au nom des Palestiniens qui ne sont pas membres à part entière et donc ne peuvent pas déposer eux-mêmes une telle résolution.
Le site Ynet et le Israël Hayom de ce matin reviennent sur l'affaire Tamimi, du nom de la jeune adolescente palestinienne qui a frappé un soldat israélien et l'a insulté, tandis que le soldat a refusé de réagir à ses provocations insistantes. Cela s'est passé à Nebi Salar, dans le sud de la Samarie. Vous avez probablement vu ce film sur les réseaux sociaux. Ce film, qui est donc devenu très viral sur les réseaux sociaux, a suscité un vif débat dans la société israélienne entre ceux qui estiment que le soldat a bien fait de ne pas réagir aux provocations de la jeune fille et ceux qui pensent qu'en restant passif, eh bien, il a déprécié l'image de Tsahal, qui se doit de rester forte et dissuasive. Il faut souligner, comme le font les journaux ce matin et les médias également, que la jeune fille Ahed Tamimi a été finalement arrêtée par les forces de sécurité israéliennes. Sur le site NRG, Ronen Itzik considère que la passivité du soldat est la conséquence directe de l'affaire Elor Azaria et que dans l'armée, de plus en plus de soldats ne veulent pas d'ennui avec la justice. Donc, ils préfèrent se faire insulter plutôt que de réagir fermement et risquer ensuite d'être traduits en justice pour avoir fait un usage exagéré de la force. Le même site NRG souligne également que la jeune fille qui a tenté de provoquer le soldat appartient à une grande famille palestinienne, une Hamoula qui est connue pour ses liens avec le terrorisme palestinien. Son père a été arrêté et soupçonné de l'assassinat d'un Israélien dans la localité de Bethel en 1993. Il a été libéré et il s'est avéré que l'assassin était en fait son neveu, le cousin donc de cette jeune fille. Le site NRG constate avec étonnement que cette famille bénéficie du soutien de certaines ONG israéliennes d'extrême gauche. Le Haaretz ainsi que d'autres sites et journaux reviennent sur l'échec de la réunion d'hier entre le Premier ministre Benyamin Netanyahou et le patron du consortium Teva, Karl Schulz. Au cours de cette réunion, qui était très animée, Schulz s'est montré très ferme. Il a repoussé catégoriquement les demandes du Premier ministre de ne pas limoger le personnel des usines de Jérusalem. Schulz a expliqué que ces usines n'étaient plus rentables et qu'il fallait les fermer. Il a même contre-attaqué en affirmant que si les pressions du gouvernement israélien persistaient, alors il augmenterait le volume des licenciements de Teva en Israël. Il faut bien avouer que lorsque c'est le Haaretz qui relate la teneur de cet entretien très dur, le journal ne laisse pas cacher une certaine admiration pour ce patron danois qui sait tenir tête à la bête noire du journal, M. Netanyahou. Ce faisant, le Haaretz laisse tout de même passer sa haine pour le Premier ministre avant même les intérêts des employés de Teva qui vont se retrouver au chômage dans quelques semaines. D'ailleurs, le Israël Hayom lui cite en première page ces employés de Teva qui se sont retranchés la nuit dernière dans leur usine de Jérusalem et qui affirment « Nous ne laisserons pas cette usine se fermer ». Le conseiller juridique du gouvernement, Avichai Mandelblit, s'oppose à la proposition de loi du foyer juif selon laquelle il suffira d'une majorité absolue de 61 députés pour restaurer une loi qui aurait été invalidée par la Cour suprême. Selon Mandelblit, il faudrait que cette majorité du Parlement soit plus importante. Selon ce projet de loi, la Cour suprême ne pourra pas invalider de loi votée par la Knesset avec un tribunal de moins de 9 juges et avec une majorité de moins des 2/3. Le Israël Hayom affirme en première page également que ce projet de loi suscite la polémique dans la classe politique israélienne et il insiste en particulier sur l'opposition du parti centriste Kulanou, du ministre des Finances Moshe Kahlon. Un mot de santé, le Yediot Aharonot se fait l'écho d'une opération inédite et particulièrement complexe qui a été réalisée hier à l'hôpital Haïmek d'Afula. Cette opération permet à des os atteints de se régénérer eux-mêmes et le journal affirme que c'est là une percée importante pour les traitements de problèmes graves des ossements dans le corps. C'est une information donc que l'on trouve dans le Yediot Aharonot. Les journaux nous annoncent également, et c'est dans un tout autre domaine, dans le domaine plus culturel, que le fameux orchestre andalou d'Ashdod, le Tizmornet Andaloussit d'Ashdod, a officiellement reçu hier le titre d'orchestre national, au même titre par exemple que l'orchestre symphonique d'Israël conduit par Zouin Mehta. L'orchestre andalou est particulièrement populaire dans les communautés des originaires d'Afrique du Nord. Hier, le directeur de l'orchestre, Yaakov Ben Simon, s'est félicité de cette promotion. Pas de doute, a-t-il dit, nous sommes arrivés à notre place naturelle. Fin de citation. Le Yediot consacre ce matin un article à la nouvelle séparation installée, la nouvelle barrière installée sur l'esplanade du Kotel entre les hommes et les femmes sous l'intitulé « Le Kotel est hermétique ». Le journaliste du Yediot explique que désormais il est plus difficile pour les femmes de voir ce qui se passe dans la partie des hommes au Kotel et il explique que si du côté des hommes cette mechitza est particulièrement jolie et artistique, eh bien elle est très grossière du côté des femmes. Le Rav du Kotel, le Rav Shmuel Rabinovitch, interrogé par le Yediot Aharonot, a expliqué hier que effectivement les plaques grossières du côté des femmes allaient
être remplacée sous peu par une méchitza plus esthétique. Je vous le disais tout à l'heure, la météo est particulièrement estivale en Israël actuellement. En cette fin du mois de décembre, mais le Israël Hayom, en première page, indique que le niveau du lac de Tibériade est au plus bas et que l'année risque de se transformer en une véritable année de sécheresse, ce qui serait assez catastrophique, en particulier pour le nord du pays. C'est la raison pour laquelle, face à cette absence de pluie, le grand rabbin d'Israël, David Lau, a décrété une prière spéciale pour la pluie qui se déroulera la semaine prochaine, une prière qui se tiendra sur une île qui est apparue à cause de la sécheresse sur les bords du lac de Tibériade. Et puis pour terminer, restons dans l'Yediot Aharonot qui nous présente ce qui sera peut-être la robe de mariée israélienne de la future princesse Meghan Merkel, la future épouse du prince Harry, une robe qui a été conçue par la créatrice israélienne Inbal Dror, une créatrice connue en Israël qui a déjà habillé Beyoncé. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens de ce matin. Nous allons marquer une pause et on va retrouver les participants au bac bleu-blanc qui poursuivent leur parcours de l'État d'Israël. Ils sont près d'un millier d'élèves des classes de terminale à parcourir l'État d'Israël et à découvrir ou redécouvrir l'État d'Israël pendant cette semaine du bac bleu-blanc. Nous serons dans quelques instants avec Anaëlle Berdugo, elle-même élève d'une classe de terminale de l'école Akiba de Strasbourg, qui nous fera partager ses impressions. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.